Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation intitulé Projet d'innovation, les 10 erreurs à ne pas commettre et les conseils pour les éviter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Et notre mission chez LMT, c'est de promouvoir et d'accompagner l'innovation et les projets d'innovation des entreprises sur le territoire de la Mayenne. C'est pourquoi chaque deuxième mardi du mois, on vous propose soit un webinaire de l'innovation, donc comme ce matin, un événement d'une heure en ligne, soit une matinée de l'innovation qui a lieu en présentiel et qui est plutôt sous la forme d'un atelier d'expérimentation ou d'un retour d'expérience. Et donc, l'objectif de ce programme de matinée et webinaire de l'innovation, c'est de vous permettre de découvrir ou de redécouvrir des méthodes et outils que l'on utilise dans l'accompagnement, dans les projets d'innovation. Comme d'habitude, on va parler d'innovation, de projets d'innovation, mais avant de partir sur les conseils, sur les erreurs qu'on fait habituellement dans les projets d'innovation, je voudrais qu'on partage ensemble, selon vous, c'est quoi l'innovation? Quelle définition vous donneriez à l'innovation? Innovation égale nouveauté. Il y a une question de différenciation donc par rapport à l'existant, j'imagine, par rapport aux concurrents. Apporter un progrès au travers d'une solution, des nouvelles idées, un nouveau projet, repenser ou créer, prendre des risques, intéressant, donc créer de la valeur, créer du profit, un service ou un produit qui va être différent mais économiquement viable, les notions d'amélioration, de projet, de se projeter, d'anticiper le futur. Ces différents mots-clés là que vous partagez, je vous ai également posé la même question à l'inscription et j'ai créé ce petit nuage de mots avec du coup plus le mot est gros, plus vous avez été beaucoup à le mentionner à l'inscription. Donc on voit que les notions qui ressortent, c'est l'aspect de nouveauté que doit avoir l'innovation. On voit également beaucoup de mots de développement, donc il y a le côté mise en place, et prise de risque comme c'était mentionné à l'instant. Et puis on voit ce côté solution, ce côté produit ou service qui permet de répondre à un problème ou à un besoin. Cette notion aussi de valeur ajoutée que l'on peut apporter sur un marché. Donc moi, la définition de l'innovation que j'utilise régulièrement quand j'ai besoin de la présenter, c'est que l'innovation, c'est d'abord une idée nouvelle, vous l'avez bien dit, mais c'est surtout une idée nouvelle qui va être techniquement faisable. Parce qu'en fait, si elle n'est pas techniquement faisable, on va rester au stade du rêve ou de la simple idée. Donc cette innovation, il faut que ce soit une idée nouvelle techniquement faisable, mais pour ne pas rester à ce stade de l'invention technique, il faut aussi qu'elle puisse être désirable par les usagers. C'est-à-dire qu'il y a l'existence d'un marché. Il existe des gens qui ont besoin de cette solution, qui ont un problème auquel votre solution permet de répondre. Et enfin, votre idée nouvelle qui est techniquement faisable et désirable par les usagers, il faut qu'elle soit économiquement viable. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer pour votre solution ou qui soient prêts à payer pour que d'autres aient accès à votre solution. Donc, il y a cette notion de modèle économique viable. Il faut à minima, en fait, que vous ne perdiez pas d'argent en délivrant votre solution. Et c'est à l'intersection de ces trois disques que l'on trouve l'innovation. En plus de cette définition de l'innovation, cette définition générale de l'innovation, on peut définir deux échelles auxquelles on peut innover. Et pour vous les présenter, je vais utiliser un exemple qui va nous permettre de bien comprendre ces deux échelles. Cet exemple, c'est celui de l'iPhone et notamment la toute première génération d'iPhone, qui était le premier téléphone intelligent, le premier smartphone, donc adossé à une bibliothèque d'applications. C'est ce qu'on appelle une innovation radicale ou de rupture parce qu'elle a créé un nouveau marché. Donc, avant le smartphone, on ne savait pas qu'on avait besoin du smartphone. Donc, elle a créé un nouveau besoin, un nouveau marché. Elle a transformé en profondeur la façon dont on communique, dont on échange, dont on achète, dont on travaille. Donc, c'est ce qu'on appelle une innovation de rupture, au sens où elle a, on va dire, cassé pour mettre quelque chose de nouveau à la place. Elle a cassé nos habitudes pour en introduire une nouvelle.
Et donc, la deuxième échelle d'innovation, c'est plutôt celle qui va améliorer l'existant, qui va contribuer à la compétitivité de l'entreprise sans transformer de manière significative le produit précédent. C'est l'exemple de toutes les générations d'iPhone qui ont succédé à la première et qui ont à chaque fois pu améliorer les performances du processeur, la qualité de l'écran, la taille du téléphone, les fonctionnalités, etc., etc. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale, l'innovation par petits pas ou l'innovation continue. Donc, le premier iPhone, innovation de rupture, et les générations d'iPhone qui ont succédé, innovation incrémentale. En plus de ces deux échelles d'innovation, on va pouvoir définir 6 grands types d'innovation. Et pour vous présenter ces différents types d'innovation, je vous propose de nous intéresser à un secteur d'activité que normalement tout le monde connaît, celui de la boulangerie-pâtisserie. Donc d'abord, le premier type d'innovation, c'est ce qu'on appelle l'innovation de produits, de services ou d'usage. On va ici chercher à innover sur ce que l'on vend, par exemple sur le produit, en apportant dans le secteur de la boulangerie de nouvelles saveurs, de nouvelles formes ou en croisant des produits existants. Le petit exemple que j'ai trouvé pour illustrer, c'est l'exemple du cronut, qui est le croisement du croissant français et du donut américain, et donc qui a fait grand bruit en 2013 quand un grand pâtissier français a ouvert une boutique à New York spécialisée sur le cronut. Mais on peut aussi imaginer de nouveaux services, que ce soit un service, on va dire, un service seul ou un service adossé à un produit qui va pouvoir apporter une valeur ajoutée au client ou au produit de l'entreprise. Le petit exemple que j'ai trouvé pour illustrer, c'est celui de la maison Beckham à côté d'Angers qui, avant même les questions de crise sanitaire, distanciation, etc., c'était poser la question de comment est-ce que moi je peux m'adapter aux nouvelles habitudes de mes clients qui vont dans les grandes surfaces, qui vont faire du drive, qui vont faire du click and collect. Donc cette boulangerie a développé des services en ligne inspirés de la grande distribution. Donc là, on peut voir sur la petite image, elle a mis en place un click and collect, une boutique en ligne, et elle propose même de la livraison à domicile de ses produits pour ses clients. Et enfin, dans cette même catégorie, dans ce même type d'innovation, il y a ce qu'on appelle l'innovation d'usage, où on va inviter à utiliser différemment ou à agir différemment pour un même bénéfice. L'exemple que j'ai trouvé, ça se développe de plus en plus, c'est les kits prêts à cuisiner, où en fait, on va pouvoir acheter un bocal ou un contenant en verre dans lequel il y a l'intégralité des ingrédients secs nécessaires pour réaliser une recette qui aura été conçue par la boulangerie-pâtisserie. Et donc, c'est une innovation d'usage parce qu'on n'achète pas le cookie terminé, mais on va acheter les ingrédients préparés pour ensuite pouvoir cuisiner soi-même et déguster le cookie. Et donc, en fait, cette innovation d'usage, elle est née en réponse à la recherche d'authenticité et du faire soi-même. Donc, ça permet quand même à la boulangerie-pâtisserie de mettre en avant son savoir-faire de conception de recettes. Et en même temps, ça permet de répondre à un nouvel usage des consommateurs qui veulent faire eux-mêmes, qui veulent apporter de l'authenticité dans leur consommation. Deuxième grand type d'innovation, c'est l'innovation de modèle d'affaires. Le modèle d'affaires ou le modèle économique, c'est la manière dont vous allez capter de la valeur, la manière dont, grossièrement, vous allez gagner de l'argent. C'est la façon dont vous allez articuler ce qui coûte à votre entreprise et ce qui génère des revenus. Alors, petit échec personnel, j'ai pas trouvé d'exemple vraiment de nouveaux modèles d'affaires, d'innovation de modèles d'affaires dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Je vais donc faire appel à votre pouvoir d'imagination. Imaginons vouloir proposer à nos clients une solution qui leur permette de plus avoir à chercher la petite monnaie, à trimballer des petites pièces quand on va acheter la baguette. C'est un peu toujours la galère de trouver les centimes, de trouver les petites pièces. Et ben, pour répondre à ce besoin, à ce problème, on pourrait oui, les distributeurs automatiques de pain peuvent être une réponse. Mais voilà, on peut imaginer proposer une carte prépayée, rechargeable, comme le font certaines grandes distributions, là, notamment pour les carburants. Ça, le client, chez lui, tranquille, va pouvoir charger sa carte et puis il a juste à présenter sa carte quand il arrive à la boutique. Alors, l'intérêt pour la boulangerie-pâtisserie de ce modèle d'affaires, de la carte prépayée,
c'est que en fait l'entreprise va être payée avant de livrer la baguette de pain et donc avant de la produire. Ce qui fait que ça c'est un modèle d'affaires qui nécessite moins de fonds de roulement. Ensuite, troisième grande catégorie, l'innovation peut être commerciale ou marketing. Donc là, en fait, on va chercher à innover sur la façon dont on vend les produits, sur la façon dont on va les mettre en avant, de les présenter. C'est l'exemple de la pâtisserie des rêves à Paris, qui depuis a ouvert dans d'autres capitales mondiales, qui s'est inspirée du monde de luxe et notamment de la bijouterie pour mettre en avant ces pâtisseries de manière différente, pour proposer une expérience différente à sa clientèle, pour l'inviter, voilà, la pâtisserie s'appelle la pâtisserie des rêves, donc pour l'inviter à imaginer un univers différent. Donc là, en fait, on va présenter les produits de manière différente pour proposer une expérience différente à nos clients. Autre façon de vendre différemment ces produits, ça va être en cherchant à répondre à des enjeux qui comptent pour votre clientèle. C'est par exemple le cas de l'application Too Good To Go, qui va répondre à la fois à la problématique du gaspillage alimentaire, donc à la fois problématique des boutiques en elles-mêmes qui jettent ou qui essayent de réutiliser les pâtisseries, les viennoiseries de la veille, mais cette question de gaspillage alimentaire dans la boutique. Et puis voilà, les consommateurs qui de plus en plus sont conscients de ces questions, donc ils veulent éviter le gaspillage alimentaire. Mais ça va permettre aussi de répondre aux besoins voilà, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller très souvent à la boulangerie, enfin en tout cas pour acheter des viennoiseries, des sandwichs, etc. Et Too Good To Go permet aux boulangeries-pâtisseries de vendre les invendus de la journée à des prix très attractifs. C'est ce qu'on va appeler une innovation sociale ou sociétale. Donc une innovation qui va chercher à répondre aux enjeux actuels de notre société ou à réduire les inégalités sociales qui peuvent exister dans notre monde. Autre exemple, c'est celui des baguettes en attente ou des baguettes suspendues, où là, en fait, on va proposer à un client qui va avoir les moyens, plutôt que de payer une seule baguette quand il va chez le boulanger, il va en payer deux. Donc, une qui va prendre effectivement avec lui parce qu'il en a besoin, et une autre qui va rester suspendue, qui va rester en attente et qui sera distribuée dans la journée ou dans la semaine à une personne qui est dans le besoin, par exemple à des sans domicile fixe. Donc là, c'était l'exemple d'une boulangerie dans le nord de la France, mais à ma connaissance, il y a quelques boulangeries à Laval qui avaient également mis en place ce système. Autre thématique sur laquelle on peut innover, donc nouveau type d'innovation, ça va être sur l'organisation ou sur le management de l'organisation, de la structure, de l'entreprise, pour pouvoir gagner en productivité, en efficacité ou en visibilité. Donc là, on va pouvoir parler d'innovation organisationnelle ou managériale. Sur la partie organisationnelle, je vous présente un exemple là d'une boulangerie-pâtisserie qui a complètement réaménagé l'espace de sa boutique pour fluidifier le flux des clients et puis surtout pour maximiser la mise en avant des produits pour que le client se rende bien compte du produit et choisisse plus facilement. Mais on peut aussi, donc là c'est vraiment sur en gros ce que le client voit de la boutique, mais on peut imaginer aussi innover sur l'organisation en interne, sur les procédés qu'on met en place pour gagner en efficacité. Et bien sûr, sixième et dernier grand type d'innovation, l'innovation peut aussi être technologique. Certains des exemples sur lesquels je me suis appuyée là ont une part d'innovation technologique. C'est notamment l'exemple des applications mobiles ou des boutiques en ligne que je vous ai présentées. Mais on pourrait aussi en trouver beaucoup d'autres, comme par exemple l'impression 3D agroalimentaire, l'utilisation de caisses enregistreuses dernière génération, ou encore en investissant sur un matériel innovant. Par exemple, là, j'ai trouvé un exemple, c'est un projeteur de gelée qui va permettre de gagner du temps sur la finalisation de certaines tartes. Donc, c'est la gelée qu'on met pour bien garder la fraîcheur des fruits et pour gagner en brillance sur la tarte. Donc, en fait, ce projeteur, il va permettre de gagner du temps sur la production des tartes, mais aussi d'utiliser moins de matière et donc d'éviter le gaspillage.
Donc, ces 6 grands types d'innovation peuvent être rassemblés sur un diagramme radar comme celui-ci pour analyser chaque nouveau projet. Parce qu'en fait, il est très rare qu'un projet, qu'un produit, qu'un service innovant ne relève que d'un seul type. Et donc, voilà un peu à quoi peuvent ressembler les profils de innovations. Là, j'ai mis un petit peu au hasard. Mais voilà, on va pouvoir voir finalement sur quel type votre innovation joue et donc du coup sur quoi il faut travailler. Alors, une fois que l'on sait tout ça, une fois qu'on sait bien ce qu'est l'innovation, ce qu'est un projet d'innovation, on va pouvoir se lancer dans le cœur du sujet de ce webinaire, c'est-à-dire les erreurs à ne pas commettre quand on se lance dans un projet d'innovation. À l'inscription, je vous ai demandé, selon vous, quelles sont ces erreurs, quelles étaient les erreurs à ne pas commettre quand on se lance dans un projet d'innovation. Et en les regroupant en différentes catégories, j'ai été agréablement surprise de me rendre compte que collectivement, on aurait pu ensemble construire le programme de ce webinaire. Donc là, je vous ai mis à l'écran les différentes catégories que j'ai pu créer avec vous vos réponses. Et donc, je vous propose tout de même de parcourir la liste que j'ai préparée, que nous avons définie de notre côté chez LMT. La première erreur que l'on rencontre fréquemment, c'est croire qu'on est le ou la première à avoir une idée. D'être de dire voilà, personne ne l'a jamais eu, personne ne l'a mise en place. Dans les faits, en fait, c'est pas grave de pas être la première personne à avoir une idée. L'important, c'est la façon dont on va la mettre en œuvre. On entend souvent qu'une bonne idée, c'est 10% l'idée, 90% l'exécution. Donc, c'est juste important de bien être conscient de ça, qu'on n'est pas forcément le premier à avoir eu une idée et que c'est bien de savoir qui d'autre a eu l'idée, comment ils ont cherché à la traiter. Et si vraiment personne n'a jamais eu l'idée sur laquelle vous êtes en train de travailler, ok, c'est que ça peut être vraiment une très bonne idée, vraiment disruptive. Mais aussi, peut-être que si personne n'y a travaillé, c'est que c'est peut-être pas une si bonne idée. Donc peut-être qu'elle ne répond pas à un vrai besoin, ou peut-être qu'elle n'est pas encore techniquement faisable. Donc c'est bien important de pouvoir regarder ce qui se passe ailleurs et de savoir de se dire c'est pas grave si je suis pas le ou la première à avoir eu une idée. Pour l'erreur numéro 2, je vous propose d'abord 3 exemples et on va chercher ensemble à trouver le point commun. Donc, premier exemple, c'est l'entreprise ZenChef qui propose des solutions numériques clés en main d'édition pour les restaurants. Donc, en fait, des outils pour créer des sites vitrines, un outil de réservation en ligne, etc. Deuxième exemple, c'est l'entreprise Divin qui commercialise une machine auprès du secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour permettre de servir des verres de grand cru à l'unité sans avoir à ouvrir la bouteille entière. Et enfin, dernier exemple, Blablacar, la plateforme de covoiturage valorisée à 2 milliards de dollars, utilisée par 20 millions de personnes en France. Quel est, selon vous, le point commun que l'on peut trouver entre ces 3 entreprises, entre ces 3 propositions de valeur? On a investissement initiaux important. C'était une nouvelle offre de service, le caractère nouveauté, en effet. J'ai pris que des exemples d'innovation, en effet. La prise en compte des besoins irritants des utilisateurs, oui. Regarder l'intérêt, le besoin du client. Internet, oui, donc on a 2 solutions en ligne. B2C, pas tout à fait. Du coup, Blablacar, c'est du B2C principalement, mais ZenChef et Divin, c'est du B2B. Donc, ils ont une cible précise. Ils ont réussi à définir leur cible précise. Alors, en effet, c'est des points communs qu'on peut trouver entre ces 3 entreprises. Le principal point commun qu'on pourrait dire, c'est que ces projets, ce sont des réussites qui ont trouvé leur marché, qui fonctionnent bien, qui ont plusieurs années d'existence maintenant. Mais en fait, elles ont réussi, mais elles n'ont pas réussi sur leur première idée. Elles ont effectué ce qu'on appelle un pivot. En fait, ZenChef, au début, avant, ça s'appelait 1001 menus et ça proposait une plateforme commune où les restaurants pouvaient partager leurs cartes. Donc, sur un même outil, sur une même plateforme, les consommateurs pouvaient comparer les menus et puis choisir le restaurant qui les intéressait.
Mais en fait, très vite, l'équipe de 1001 Menus s'est rendu compte qu'il y avait donc une forte adhésion des restaurants qui avaient du mal à gagner en visibilité. Mais en même temps, le modèle économique qu'ils avaient imaginé, qui était basé sur la publicité, n'était pas viable et surtout ne permettait pas de soutenir le développement de l'entreprise. Ils ont donc plutôt pivoté sur voilà, c'est quoi notre savoir-faire à nous, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition. Et donc, en fait, ils ont pivoté vers la commercialisation de solutions numériques. Et donc là, les restaurateurs ont accès à cette solution, à cette solution numérique, je veux dire, grâce à un modèle d'abonnement. Et donc, le modèle de l'abonnement est quand même plus soutenable que le modèle de la publicité. Divin, eux, dans un premier temps, ils s'adressaient aux particuliers, donc aux personnes qui vont dîner à 1, 2, 3 personnes et qui n'ont pas forcément besoin de matière à consommer une bouteille entière. Donc, c'était l'idée de pouvoir consommer le vin au verre à la maison. Mais en fait, ils se sont très vite heurtés au fait que certes, c'était un besoin. Il y avait une problématique de ouvrir la bouteille de vin et ne pas la terminer. Mais en fait, le prix d'achat de la machine était rédhibitoire pour le particulier. Donc, ils n'arrivaient pas à vendre la machine. Et donc, ils se sont réorientés vers une nouvelle cible clientèle qui avait de plus grands besoins, donc l'hôtellerie, restauration. Et enfin, sur le dernier exemple, il faut savoir que Blablacar aurait testé pas moins de 6 modèles économiques différents avant d'aboutir à celui qu'ils utilisent actuellement, donc la commission, les montants de commission payés par les conducteurs, par les passagers. Et donc, on arrive à la deuxième erreur la plus fréquente des projets d'innovation, c'est penser que sa première idée est forcément la bonne. Alors, elle peut être bonne, je ne dis pas qu'elle est forcément mauvaise, elle peut être bonne, mais c'est peut-être pas la meilleure. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de pas trop s'y attacher, de la tester, de voir ce que l'on apprend des tests pour en tirer des conclusions. Et avant même de lancer des tests sur la solution en elle-même, quand on a une idée, on risque rien finalement à passer un petit peu plus de temps à chercher à l'enrichir, à imaginer des possibilités, des alternatives ou des solutions complètement décalées. On n'est pas à l'abri de trouver une idée encore meilleure. Et donc, au pire, on aura perdu quelques heures à créativer, mais dans les faits, au moins, on ne se sera fermé aucune porte. L'erreur fréquente numéro 3 que l'on rencontre, c'est oublier son client ou oublier pour qui on fait ce que l'on fait. C'est rester dans son coin sans regarder ce qui va se passer autour, sans forcément être à l'écoute des partenaires, des clients ou des évolutions du marché. Quelques chiffres pour illustrer ça. On lit beaucoup partout que 9 startups sur 10 échouent et que 2 projets d'envergure d'entreprise sur 3 ne voient pas le jour. Et les raisons qui sont principalement évoquées, ce sont soit une demande inexistante ou qui n'est pas suffisante pour assurer la viabilité du projet, soit des besoins qui sont mal pris en compte ou qui, au fil du temps, sont perdus de vue par les équipes, par l'entreprise. Donc, c'est vraiment important de ne pas oublier son client, de ne pas oublier pour qui on travaille au quotidien. Erreur numéro 4, qui est un petit peu en lien, c'est développer sans tester. Même si au départ, on a bien défini son besoin client, on a bien écouté son client, on sait quel est son problème, donc on a pu valider les hypothèses sur lesquelles on base notre projet. Il faut vraiment chercher à tester dès que possible les différentes composantes de votre solution, de votre proposition de valeur pour valider à chaque étape, oui, je peux continuer à avancer, je peux continuer à investir dans ce projet. Cinquième erreur que l'on peut faire, c'est parler publiquement de son idée sans la protéger. En effet, s'il y a des aspects de votre idée qui sont protégeables, ils ne le sont plus à partir du moment où vous en avez parlé publiquement, que ce soit sur des salons, lors de conférences ou dans des publications print ou en ligne. Donc attention à ne pas parler trop tôt de votre idée et notamment des aspects protégeables de votre idée. Donc, pour obtenir rapidement les éléments clés sur le sujet de la protection de vos innovations, voici les coordonnées de Fabrice Vier, qui est délégué régional à l'INPI Pays de la Loire. Il pourra répondre à vos questions à ce sujet. Et puis, sachez également qu'à LMT, en tant que technopole, on a un rôle de porte d'entrée pour les questions relatives à l'API. Donc, on peut vous fournir un premier niveau d'information. Donc, je vous disais, une erreur courante, c'est de parler publiquement de son innovation avant de la protéger, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas en parler du tout.
Alors certes, il ne faut pas en parler publiquement, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas en profiter pour en parler avec des clients potentiels, avec des collègues, avec des amis. Il faut parler de vos idées, au contraire, pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir vous enrichir des différents retours. En fait, en parlant de votre idée, vous allez pouvoir consolider ou mettre le doigt sur les faiblesses de votre idée. C'est important de les détecter le plus tôt possible pour pouvoir anticiper et améliorer votre idée au fil de l'eau. Pardon. Et parler de votre idée, ça permet également d'accélérer votre réflexion et de valider plus rapidement les points d'intérêt. Erreur courante numéro 7, commencer les développements, les dépenses avant de regarder les solutions de financement existantes. En effet, la majorité des dispositifs de financement, que ce soit la PIPI, la région ou d'autres, nécessitent que le dossier de demande de financement soit déposé avant le début des dépenses. Donc, pour connaître l'éligibilité de votre entreprise ou de vos projets aux différents dispositifs, je vous partage les coordonnées de Éric Juel et Annie Périnel qui travaillent à Solutions Éco. C'est l'agence de développement économique de la région. Ils ont une très bonne existence des financements existants. Erreur commune numéro 8, mal évaluer les délais, le temps de l'innovation. Donc, vouloir aller trop vite ou penser que ce sera rapide de mettre en place votre innovation. Donc, on a le droit d'être optimiste, mais attention à ne pas l'être à vos dépens. Innover, ça prend du temps, ça demande de passer par différentes étapes et des étapes qu'on ne peut pas sauter, qu'on ne peut pas squeezer. Et donc, il ne faut pas sous-estimer ce besoin en temps. Par exemple, pour ne pas vous retrouver à court d'argent ou à avoir des budgets qui explosent ce que vous pensiez pouvoir mettre. Donc, on veut toujours être rapide pour être le premier à arriver sur le marché, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation quand vous développez votre innovation. Avant-dernière erreur courante, c'est de ne pas faire de prévisionnel, surtout de partir en fait sans évaluer vos besoins en trésorerie pour la mise en place de votre innovation. Donc, on parle souvent du business plan, du fait que ça peut être un exercice difficile de rédiger un business plan, mais c'est un document qui est important pour couvrir les points essentiels de votre projet, les points essentiels de votre stratégie de commercialisation, mise en place, etc. Et dans les faits, il n'y a pas besoin de faire de la grande littérature pour ce document. Ce qui est important, c'est de pouvoir formaliser votre idée, votre marché, de dimensionner le marché, le besoin auquel vous répondez et de pouvoir rester en cohérence et en lien avec le reste de votre activité. Et donc, ce business plan va vous permettre d'évaluer vos besoins en trésorerie, mais aussi en financement extérieur pour mieux anticiper. Ce que vous écrivez dans le prévisionnel, c'est pas gravé dans la roche. C'est pas parce que vous avez écrit tel chiffre qu'il faut forcément faire, ou si c'est différent, c'est grave. C'est un document qui peut évoluer en fonction de vos avancées, de vos tests, de vos premières commercialisations. Mais c'est surtout une base de réflexion et d'échange avec vos partenaires, notamment financiers ou techniques. Et enfin, dernière et 10e erreur, c'est penser que votre produit se vendra tout seul. Donc, même si votre produit est génial, même s'il répond à un vrai besoin de vos clients, qui dit innovation dit nouveauté, et la nouveauté, ça peut faire peur ou ça peut nécessiter un peu plus de temps, un peu plus de moyens avant d'être adopté. Donc, il va falloir faire connaître votre solution, faire comprendre à vos clients que vous existez et que vous êtes la solution à leurs problèmes. Et donc, il suffit pas de mettre en ligne votre site internet ou de mettre à jour votre catalogue avec votre nouveau produit pour que vos clients se l'arrachent. Je caricature un peu, mais c'est une idée préconçue que l'on rencontre souvent. Un de mes collègues de l'incubateur dit souvent qu'ouvrir un site e-commerce sans communication ni marketing, c'est comme ouvrir une boutique au fond d'une impasse et penser que les clients viendront tout seuls. C'est imagé, mais ça permet de se rendre compte qu'il ne faut vraiment pas oublier dans vos réflexions et dans vos budgets prévisionnels les questions sur les messages à faire passer, les canaux de communication et de distribution de votre idée, toute la pédagogie à mettre en place, les contenus à produire pour atteindre vos clients, pour faire connaître à vos clients votre solution. Donc voilà pour les principales erreurs que l'on rencontre dans les projets d'innovation.
Je vous propose de passer maintenant à la partie conseils pour les éviter. Même si j'en ai déjà glissé quelques-uns, moi j'ai répertorié 5 grands conseils que l'on donne aux entrepreneurs et aux entreprises dans leurs projets d'innovation. Idem à l'inscription, je vous avais demandé, vous, quels conseils vous auriez aimé qu'on vous donne avant de vous lancer dans un projet d'innovation. Donc, on peut voir un peu la typologie des conseils que vous auriez donnés. Donc, savoir s'entourer, savoir prendre le temps et budgéter l'innovation arrive en premier de ces conseils. Le premier conseil que nous, on donne, c'est d'être et surtout de rester à l'écoute. Donc, à l'écoute de toutes les personnes qui peuvent soit vous permettre de détecter les besoins et attentes de vos clients, donc vos clients, vos collaborateurs qui sont au contact quotidiennement de vos clients, mais aussi voilà, les grandes tendances qu'on peut entendre, les choses que l'on peut découvrir sur les salons, etc. Donc, à l'écoute des personnes qui peuvent vous aider à détecter les besoins, mais aussi des personnes qui peuvent vous aider à faire avancer vos idées. Donc, des potentiels partenaires, des personnes qui ont des compétences intéressantes pour votre projet ou qui ont des connaissances particulières sur le secteur ou sur le sujet que vous adressez. Et on recommande notamment de mettre en place une stratégie, au moins une démarche de veille et ou une démarche d'apprentissage. Voilà, mettre en place des actions qui vont vous permettre d'apprendre, de découvrir continuellement des choses sur votre clientèle, sur ses besoins, sur le marché, etc. Deuxième conseil que l'on va donner, c'est favoriser l'idéation, de rechercher l'idéation, donc avoir toujours des idées nouvelles qui permettent de nourrir votre processus d'innovation. Et pour ça, d'impliquer un maximum de personnes dans les différentes phases de votre projet d'innovation, que ce soit au tout début, dans la partie observation, émergence du besoin client, mais aussi après dans la partie génération d'idées, prototypage, test, etc. Et aussi donc dans votre démarche d'idéation, de ne pas juste penser innovation sur la proposition de valeur, donc sur ce que vous apportez concrètement à votre client, mais aussi sur comment vous l'apportez, comment vous communiquez, comment vous distribuez, comment vous gérez la relation clientèle, etc. On peut vraiment faire appel à l'idéation sur tous les sujets de votre projet. Et pour cela, on peut utiliser ce qu'on appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est faire appel à un groupe pour transformer des contraintes en opportunités. Donc, les contraintes qu'on a identifiées, qu'on a apprises sur le terrain, chercher à imaginer de nouvelles idées pour les transformer en opportunités de projet. Donc, l'intelligence collective, c'est d'abord passer par une première phase de divergence où on va laisser les idées exploser, on va surenchérir, on va chercher à aller toujours plus loin, à explorer toutes les directions possibles, à proposer le plus d'idées possibles pour produire suffisamment d'idées qu'ensuite on va pouvoir trier, prioriser, combiner, enrichir pour converger vers des concepts aboutis. Et donc, c'est ces concepts-là qu'on va pouvoir imaginer comme des innovations. Troisième conseil, c'est tester, tester, tester. Donc, tester la faisabilité, vérifier la faisabilité de votre innovation et surtout vérifier toutes les faisabilités de votre innovation. Donc, technique, bien sûr, mais pas seulement. On peut aussi tester la faisabilité marché, donc l'attrait de votre concept pour le client, la réalité du besoin auquel vous répondez. On peut aussi tester son modèle économique, la faisabilité économique de votre solution, la faisabilité commerciale, la faisabilité juridique, etc., etc. Et pour cela, il peut être intéressant de s'inspirer de la méthode du Lean Startup que j'ai traité dans un précédent webinaire, voilà, pour vraiment favoriser l'apprentissage au quotidien, partir du fait qu'on ne sait rien et qu'on a tout à apprendre et qu'on ne sait pas forcément où on arrive, mais ce qu'on sait, c'est qu'à chaque étape, on va valider auprès d'usagers, auprès de partenaires, que ce qu'on fait est correct et a un intérêt. Et donc, en fait, chaque case de votre business model Canvas peut être testée. Donc, vous pouvez tester votre proposition de valeur, vous pouvez tester votre segment de clientèle, la façon dont vous délivrez la proposition de valeur, etc., etc. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas tout à fait cet outil du Business Model Canvas, c'est pareil, j'avais dédié un webinaire à ce sujet, donc n'hésitez pas à le visionner pour en savoir un peu plus.
Quatrième conseil, c'est mobiliser les bonnes compétences, donc savoir identifier les compétences qui sont essentielles à la mise en place de votre projet. Et du coup, si ces compétences, vous les avez pas chez vous, savoir demander de l'aide, savoir les mobiliser. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On peut d'abord regarder en interne de l'entreprise ou de votre équipe quelles sont vos propres compétences, quelles sont celles de vos collaborateurs ou de vos associés, et chercher à recruter et à intégrer de nouvelles compétences à l'équipe. Donc là, ça va être une acquisition en interne, on va dire, des compétences. Mais vous pouvez aussi faire le choix de faire appel à des structures externes à votre entreprise, par exemple en vous associant ou en faisant appel à des partenaires ou à des prestataires. Finalement, ça va être à vous de définir le fonctionnement de comment vous allez vous organiser, comment vous allez mobiliser les compétences. Donc, c'est important de bien peser le pour et le contre de chaque type d'organisation. Et donc, petit point de vigilance que je voulais vous partager sur le fait de déléguer certaines tâches, certaines parties de votre solution. Tâchez tout de même de rester maître de votre innovation, en tout cas de rester propriétaire des éléments les plus cruciaux. Donc, ceux qui font vraiment le cœur de votre proposition de valeur ou de son fonctionnement pour éviter d'être à la merci de tiers pour des questions de développement derrière. Où vous ne serez pas maître de dire oui, je veux changer, je veux faire ça. Donc, c'est important de bien rester en possession des éléments cruciaux de votre innovation. Et donc, cinquième et dernier conseil, innover durablement, donc pas durablement au sens développement durable, hein, même si vous pouvez le faire, mais plutôt durablement au sens dans la durée, continuellement, toujours chercher à innover, qui vont permettre à chacune dans votre entreprise, dans votre organisation, dans votre équipe, de se sentir capable et libre de contribuer au projet d'innovation pour mettre en place ce qu'on appelle un peu comme une culture de l'innovation, une habitude de l'innovation. Donc, innover une fois, c'est bien, mais innover continuellement, c'est mieux. Et donc, en fait, les différentes personnes, vous pouvez vraiment les impliquer dans toutes les étapes de votre processus d'innovation pour les rendre capables, leur faire se rendre compte qu'ils peuvent participer à vos projets d'innovation. Et en fait, en mettant en place cette culture de l'innovation, vous serez plus à même de détecter facilement des besoins ou des signaux faibles, parce que finalement, toutes les personnes de votre entreprise seront à l'écoute de ces signaux faibles. Bon, j'ai dit que c'était mon dernier conseil, mais j'ai un petit conseil bonus que je me permets de vous faire puisque vous avez été beaucoup à le donner en vous inscrivant au webinaire. Le petit conseil bonus, c'est se faire accompagner et de préférence par des gens qui ont l'habitude des projets d'innovation, des écueils à éviter et qui ont une bonne connaissance des méthodes et outils existants pour le faire. Et donc, par exemple, chez nous, donc chez LMT, nous sommes une équipe dédiée à l'accompagnement des projets d'innovation des entreprises mayennaises. Donc, en plus de nos collègues de l'incubateur qui accompagnent les porteurs de projets, nous, on est une équipe dédiée aux entreprises déjà existantes, qui peuvent être traditionnelles ou moins traditionnelles, mais on a pour mission de les accompagner dans leurs projets d'innovation. Et pour ce faire, on va pouvoir intervenir à différentes phases des projets, à différentes phases de vie de l'entreprise, avec différents niveaux d'implication en fonction des besoins et des attentes. Donc, par exemple, là, j'ai représenté une frise qui vous montre un peu les quelques services qu'on peut mobiliser en fonction de votre besoin ou de l'étape de votre projet, et en sachant bien sûr que nous sommes en capacité d'accompagner des entreprises à la fois en individuel, mais aussi en collectif, si c'est quelque chose que vous souhaitez. Si vous êtes plusieurs entreprises à vouloir partir en même temps, on peut vous accompagner en même temps. Et puis, on va pouvoir faire des accompagnements ponctuels ou des accompagnements sur la durée en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, voici quelques exemples de prestations sur mesure qu'on a déjà réalisées ou qu'on est en mesure de faire. Donc, par exemple, animer vos séances de créativité ou vos phases d'intelligence collective. On va être capable de vous accompagner dans le prototypage rapide aussi de vos propositions de valeur, pour pouvoir tester rapidement l'attrait, ou encore organiser des tests produits ou former, initier vos équipes aux méthodes d'innovation pour participer à l'instauration d'une culture de l'innovation dans votre entreprise. On récapitule un peu tout ce qu'on vient de se dire et puis on pourra passer ensuite à la partie questions-remarques. Donc, je vous ai remis ici nous, les 10 erreurs à ne pas commettre qu'on a listées. Donc, croire qu'on est le ou la première personne à avoir l'idée,
penser que la première idée est forcément la bonne, oublier le client ou la personne pour qui on travaille, pour qui on fait ce qu'on fait, développer sans tester et notamment sans tester avec ses clients, parler publiquement avant de protéger, ne pas parler de son idée du tout, commencer les développements avant de regarder les financements existants, mal évaluer les délais de son innovation, ne pas faire de prévisionnel et enfin penser que votre produit se vendra tout seul. Et donc pour éviter ces erreurs, les 5 grands conseils que l'on donne, c'est d'être à l'écoute, de rester en veille sur votre écosystème, sur votre environnement, favoriser l'idéation, donc la génération d'idées, de nouvelles idées, tester la faisabilité et toutes les faisabilités de votre projet d'innovation, mobiliser ce que j'appelle moi les compétences qui vont bien pour la mise en place de votre projet et puis enfin innover durablement au sens innover dans la durée, innover continuellement. Et puis le petit conseil bonus, se faire accompagner. Alors, au fur et à mesure du webinaire, j'ai glissé quelques petites références dans mon support de présentation. Je vous les remets ici, comme ça vous pourrez les retrouver. S'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse de creuser, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, bien sûr, je suis également disponible pour en échanger avec vous. Je vous ai mis mes coordonnées à l'écran. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à l'intervention que je viens de faire? Sandrine, est-ce que tu avais vu des questions qui étaient intéressantes à traiter maintenant? Alors, j'ai vu beaucoup de réactions, mais qui étaient plutôt des remarques ou des petites choses à souligner. Donc, on a eu, alors que je reprenne dans l'ordre, une petite remarque sur l'innovation humaine de Johan, qui demande si l'innovation humaine fait partie de l'innovation managériale. Et ce qu'il entend par là, c'est le fait que l'humain puisse également innover, s'améliorer dans sa manière de fonctionner. Donc, je ne sais pas si ça Oui, du coup, là, je pense que c'est une innovation d'organisation, même si c'est au niveau de sa propre organisation personnelle. On peut aussi imaginer que faire évoluer ses habitudes, faire évoluer ses façons de faire, ça participe à l'innovation managériale. Oui, je pense que ça fait partie de ça. Donc ensuite, on avait un peu en avance de phase, tu l'as dit après, qu'il fallait se faire accompagner. Donc ça a été aussi dit par Jean-Luc Chénaud et Élise Lenoir, surtout sur la partie propriété intellectuelle. Oui, en effet. On a parlé de découvrir des ouvertures auxquelles on n'aurait pas forcément pensé tout de suite. On a parlé du privilégier le oui et plutôt mais. Oui, donc dans les phases de créativité, on essaye de reporter au maximum le jugement. Donc, on va plutôt dire oui et au lieu de dire oui mais qui pointe tout de suite qu'il y a un mais. Donc, on va plutôt aller vraiment dans le positif, dans l'enrichissement des idées pour aller le plus loin possible. Inès nous a parlé aussi de l'intelligence collective, c'est s'ouvrir à de nouvelles compétences, que ce soit en interne ou encore des compétences extérieures à l'entreprise, chercheuses, étudiants, entrepreneurs. Oui, c'est vrai. Plus il y a de personnes différentes dans votre groupe de créativité ou d'intelligence collective, plus vous avez de chances d'avoir des idées différentes que celles que vous auriez eues tout seul et d'idées différenciantes pour aller plus loin. En effet. Et donc, on a aussi une question d'Inès qui demande si l'accompagnement qu'on propose est fait en interne ou en faisant appel à d'autres structures de l'écosystème. Alors du coup, ça dépend des besoins des entreprises. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas spécialisé, donc on va pouvoir tout de suite rediriger vers les bons partenaires, vers les bons prestataires qui vont pouvoir accompagner les entreprises. Mais on a une grosse part de nos services d'accompagnement qui sont délivrés en interne. Donc oui, en fait, en fonction des besoins, des sujets des entreprises, on va soit intervenir nous en interne, donc là, les membres de l'équipe dont je vous mettais les photos tout à l'heure. Et en fonction, on va aller faire appel à des intervenants extérieurs, des prestataires ou des partenaires qui vont pouvoir répondre aux besoins spécifiques. Et donc, Nicolas demande si on cherche des intervenants pour nous aider ponctuellement. En ce moment, pas forcément, mais voilà, c'est bien de connaître les intervenants. Donc, si vous voulez, on pourra entrer en contact après ce webinaire pour que vous puissiez nous présenter
ce que vous faites. Et puis comme ça, une fois qu'on sait qui vous êtes, ce sera plus facile de vous recommander si on rencontre des entreprises pertinentes. Très bien. Très bien. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, donc je vous disais en intro de ce webinaire qu'on organise les matinées webinaires de l'innovation chaque deuxième mardi du mois. Et comme on entend souvent, bah, c'est l'exception qui confirme la règle. Le mois prochain, en mai, il n'y aura pas de matinée ou webinaire de l'innovation. Et c'est parce qu'on va laisser la place à un événement tout aussi riche et tout aussi intéressant, le West Data Festival, qui revient pour la 3e édition en Mayenne. Donc, ce sera les 10 et 11 mai prochains. Lors de cet événement, nous nous intéresserons à comment vos données, les données de votre entreprise, peuvent être utilisées pour gagner en performance, en efficacité, pour créer de la valeur pour votre entreprise. Et nous traiterons 4 grandes thématiques. La thématique du territoire intelligent, la thématique de la formation, de l'industrie, et puis la cybersécurité pour les collectivités. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui. Je vous ai mis le lien vers le site internet pour vous inscrire. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Il y a une dernière question, Charlotte, qui vient de tomber. Donc, c'est Kevin qui demande s'il est préférable de passer par un programme d'entrepreneuriat comme Pépite avant de candidater chez LMT. En fait, ça dépend où en est le stade de votre projet. Je pense que ça peut être bien de rencontrer les deux organismes. Donc, par exemple, Pépite Sarthe Mayenne ou du coup l'incubateur chez nous pour voir un peu quelles sont les différences. Et en fonction, quand vous aurez rencontré l'un et l'autre, qui ont plus souvent l'habitude de rencontrer des porteurs de projets, qui vont pouvoir vous aiguiller et puis vous allez pouvoir faire votre choix en fonction de ce qu'on vous propose. Ça peut être complémentaire ou ça peut être l'un après l'autre. Après, voilà, ça dépend aussi comment ça matche avec les personnes et puis votre projet, où est-ce qu'il en est. On peut peut-être juste préciser ce qu'est Pépite pour ceux qui connaîtraient pas. Pépite, c'est un organisme, c'est un dispositif qui a pour vocation à promouvoir l'entrepreneuriat étudiant et donc qui va sensibiliser les étudiants à ce qu'est l'entrepreneuriat et ensuite qui va accompagner des étudiants entrepreneurs qui obtiennent le statut Pépite. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, merci tout le monde d'avoir participé à ce webinaire de l'innovation. J'étais ravie de vous retrouver pour cet événement. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde, bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup Charlotte.